Il est aujourd'hui beaucoup question des limites et de l'autorité du père. Évidemment, les choses ont beaucoup changé. Il n'y a plus le père qui rentre le soir du travail à la maison, qui impose l'autorité, qui fait une grosse voix, et maman qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Ce cadre-là a bien sûr beaucoup évolué, mais cela pose la question effectivement de l'autorité des pères et des limites. Alors les pères évidemment sont devenus plus affectifs, ils sont beaucoup plus interchangeables par rapport aux mères, ils s'occupent quand même énormément de leurs petits-enfants aujourd'hui et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors comment dans ce cadre-là, dans ce nouveau cadre, comment interpeller et comment comprendre la notion de limite et qu'est-ce que l'autorité ? Alors, l'autorité, c'est avant tout parler à partir de soi-même. C'est être l'auteur de sa parole. Donc, cela implique que l'on a d'ores et déjà intégré en soi ses propres limites. On ne peut pas artificiellement imposer des limites à l'enfant sans les avoir intégrées et surtout comprises. Sinon, l'enfant le sait et le sent et n'y obéit pas. Et c'est ce que nous voyons assez souvent aujourd'hui. Alors, comment aller plus loin dans cette notion d'autorité et dans cette notion de limite? Comment les réfléchir? Essayons de voir le monde autour de nous. On a le sentiment que l'homme a construit une puissance assez extraordinaire. Il a mis en place des structures extrêmement complexes et particulièrement intéressante sur le plan de l'évolution matérielle. Il a aussi beaucoup joué au Monopoly, il a aussi beaucoup joué à la guerre, et ce que nous voyons dans le monde qui s'anime autour de nous, c'est une puissance en acte, mais une puissance justement sans limite. Et c'est peut-être ça dont il est question aujourd'hui dans l'évolution. Savoir donner des limites à nos enfants, c'est avant tout savoir les comprendre soi-même. Et par conséquent, s'interroger sur ce que provoque, sur ce que fait en nous une limite. Or, vous le savez, dans la construction psychique, il n'est question que de limites. L'unité psychique, la notion d'unité, ne s'acquiert que lorsque l'on a accepté un certain nombre de limites qui s'animent autour de nous. Les structures sociales, les structures sociétales ont effectivement beaucoup évolué. On peut dire qu'avant les années 70, il y avait un cadre familial assez précis dans lequel l'enfant pouvait trouver son espace et évoluer. Depuis cette date, c'est vrai que ces structures se sont un petit peu volées en éclats, on peut le dire comme ça, et l'enfant a du mal à trouver sa place et les repères éducatifs qui existaient sont aujourd'hui à réinventer. Alors parallèlement à cette destruction de la famille, il faut dire qu'il y a eu une reconstruction, on pourrait dire, en tout cas du lien et de la relation entre les parents et les enfants. Freud en particulier, ses recherches à ce niveau sont importantes, a cherché à comprendre les dérèglements de l'adulte. Et pour cela, il a fait une plongée dans l'enfance. Il s'est par ailleurs interrogé sur lui-même, quelle était cette relation à papa, quelle était cette relation à maman. Alors il s'est aperçu qu'il n'était pas toujours très fier de son papa, il s'est aperçu aussi, mais il le savait, qu'il adorait sa mère. Et en faisant cette recherche, et c'est l'élément vraiment très important à mon avis de la psychanalyse, il est tombé sur le mythe. Alors il est tombé sur le mythe d'Oedipe qui traduit effectivement ce lien très fort entre l'enfant et sa mère et sa difficulté à aller rencontrer ce père qui représente à ce moment-là l'autre, l'étranger. Et il a compris qu'il y avait là un principe universel qui s'animait. Lévi-Strauss parlera plus tard de structure véritablement psychique et ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que ce mythe d'Oedipe est juste un moment de l'évolution de l'enfant. Et si nous prenons l'ensemble des mythes de l'Olympe, nous rejoignons à ce moment-là le discours philosophique, notamment celui de Schelling, qui a montré que pour accéder à cette antériorité, à cette préhistoire de l'être, eh bien, il fallait passer
par cette phase de la mythologie. C'est tout l'enjeu du groupe des enfants de Chiron. Nous avons essayé d'explorer cette phase antérieure, donc de la mythologie, de façon à comprendre qu'il y avait là une structure d'universalité que l'enfant réactualisait face à ses parents. Par conséquent, lorsque nous analysons une manifestation d'un enfant, un enfant qui dort mal, un enfant qui mange mal, par exemple, nous allons interroger le mythe de Poséidon. Cela peut paraître étrange, mais en fait, ces mythes contiennent véritablement tous les processus de la mise en place psychique. Alors Chiron, c'est bien sûr le mythe qui a donné le nom à notre petit groupe, les enfants de Chiron. Chiron, c'est l'enseignant des dieux, donc c'est l'archétype en quelque sorte de l'éducateur. Alors Chiron, c'est une figure très intéressante, c'est le fils du temps, c'est le fils de Cronos, mais un Cronos qui s'était transformé en cheval pour séduire la jeune nymphe Philyra et pour échapper à la vigilance de son épouse Rhea. Donc de cette union entre Cronos, le temps et la jeune nymphe va naître un centaure, Chiron. Donc un être avec un corps de cheval et une tête d'homme. Et là, nous avons l'image la plus caractéristique de ce que va devoir faire l'éducateur et de ce que vont devoir faire les parents. C'est-à-dire qu'ils vont devoir aider l'enfant à rassembler toutes ces pulsions animalières représentées par la fougue du cheval. Alors Chiron va enseigner deux disciplines également qui vont nous mettre sur la voie de ce que va devoir être l'éducateur. La première discipline est le tir à l'arc, c'est-à-dire que chaque parent et chaque éducateur va devoir apprendre à l'enfant une visée. Va devoir apprendre à l'enfant qu'il y a un sens à la vie. Et c'est ce sens qui va être bien sûr donné par les parents, par leur propre manière de tirer à l'arc. La deuxième discipline, c'est la musique. Voilà, dont Homère, Hésiode et tous les grands mythologues nous disent quel est le lien sacré entre d'un côté le monde des dieux et le monde des hommes.